standing up against the anti-rights movements, which are pushing back progress on gender equality around the world. And you know what? It sounded like pretty impressive stuff. No, very impressive. I thought the menstrual health session was really good too. And I love the use of technology to really empower our young people. And that app, Oki, seems amazing and seems to be very useful in safeguarding young people's privacy and how that increases confidence. But we have a couple more sessions coming up. One is called A Better Way, Transforming the HIV Response for Adolescents and Young People. The other is Making the Future Disability Inclusive, bringing stakeholders together to change the future today. Of course. And now is your chance to catch Michelle Namankeng, an amazing youth novelist from South Africa. She is in the top 10 of those youngest authors, which is incredible, as well as more news from our 1.8 reporters. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Dear world leaders, we are tired of the empty words and promises that were long due are now running over time. This is our future that you are dealing with. We are the tomorrow, the affected, and not going to watch you throw away and lose it. Dear world leaders, don't you hear our cries and pleas for help? We come together from countries far and wide so that all our problems can share a chance to be in the light. You have made our homes the shadow for far too long, and now it is time for us to echo our song. Dear world leaders, we are the younger generation, brave and bold. We will be there for you. We will do everything for you. We will listen to you. But that is only what we have been told. We deserve peace after a lifetime of war. After all the petitions, letters, protests, and policies, none of the solutions to our altercations are ever guaranteed. Enough is enough. We won't back down. We will soar above the crowd. Remaining silent will be a disappointment for those before us who fought loud and proud. We will no longer be shamed for the things that make us who we are. Dear world leaders, you are not helping us, don't you see? We still hunger and thirst for our basic needs, and you turn a blind eye to those who bleed. Poverty is a monster in which the earth is its home. It spreads and attacks with evident ways, and you just let it roam. We twist and turn in all the pain and torture. How many more tears have to drop before there is none of us left? We still need our closure. Dear world leaders, we are tired, not of fighting, but of this game. You keep rewriting chapters and skipping our pages. We don't deserve to experience this at our young age. We cannot sit and watch as our childhood is slowly being taken away from us, losing its grip and holding on to its last breath. But the hands of injustice and unfairness keep pushing it down, making it fall again and again. Enough of the leaders. Now I say, dear young people, I tell you now, the rain will not be here forever. The sun will come out. We will sing together, running in circles and connecting as one, just like the old days. Your voices are going to be heard. You won't remain the silhouettes that people in the lights trample on. Your story will change. Our tears will stop falling. They will stop all the mocking. We will walk down those streets without pounding hearts of fear, without the stalking. We will get that education that we have called for without piercing looks from others. We will grow. No more being shut behind doors where unspeakable things emerge. No more feeling terrified of staying with someone who makes your stomach and head throb with pain. No more keeping silence about menstrual health just because people cannot behave mature enough for their age.
Dear world leaders, we won't live under the title of those people who only talk nonsense. Under the title, they do not know what they want or where they are heading, or it's only getting worse because you keep wearing a short skirt. Weather is getting out of hand with hot and cold having no limits, with wildfires and disasters making places one huge pit. We are ready to wake up. It is our time now. We will rise and shine like the break of dawn. And through all that hard work and perseverance, that will be a gift to us all. Thank you, and my name is Michelle Nkamange. Hi, welcome to Aki, a period tracker app for girls like you. My name is Ari. Use Aki to get to know you by tracking what's going on with your body and mood every month and learn about periods in fun ways. Create an account and choose an Aki friend like me to accompany you. This is your monthly menstruation cycle. Each shape is a day of the month. And this number is your personal countdown. It shows how many days until your next period, or how many days left of your current period. Track your mood, period flow, body, and activities with emojis on the daily cards. See your whole month at a glance. And check out the Aki menstruation and puberty information to learn new things about your body and health. And don't forget to send me some love. Welcome, friend, to Aki. For girls, by girls, period. Hi guys, I'm Skaina Benscore and I'm here for 1.8 News. Today we're here at the House of Lords to speak to the powerful people who make decisions about your life, your health and your well-being. And we are here to get your voices heard today. Thank you, Lord Collins, for hosting us and for your leadership on the well-being of adolescents. PMNCH is convening the 1.8 billion Young People for Change campaign, a global youth-led effort to mobilize, increase better actions for adolescent well-being. Young people have a real sense of kind of lack of trust with people who are making decisions for their life. What could you tell us today, and what could you tell young people out there today that's really going to reassure them that you guys are really making the right decisions for their health and their well-being and the things that really affect them in life today? Thank you. So Save the Children has just recently released something called the Adolescent Health and Nutrition Index, and the purpose behind this piece of work is to really identify how far our country is going really to support adolescents and young people. So we've looked at health nutrition indicators and gender indicators across 75 lower middle income countries, and also looked at what are the policy and financing provisions in these countries. So if you're a young person out there and you're keen to advocate for yourself, please join our index, go online and look at it and find out what is your government doing in your country to support you to meet your health and nutrition needs. And hopefully you can also provide feedback to us. Unite, unite, rise, rise, lead, lead. Young people, this is our time. Bienvenue
à notre forum d'adolescents. Je suis contente de partager cette séance avec nos participants et donc je voudrais ici partager avec vous, l'urgence que nous avons par rapport à inclure, les handicapés dans notre discussion. Je suis représente, l'Afrique du Sud et on note ici qu'effectivement, nous avons des problèmes. Je serai la modératrice de la séance et je travaille avec une recherche sur le handicap il y a 3 ans déjà et je me concentre sur, l'utilisation, des outils innovateurs pour comprendre quelle est l'expérience des handicapés, dans différents, aspects et environnements. Heu, je me suis rendu compte qu'il y a une connexion entre l'handicap physique et les troubles mentaux qui parfois deviennent invisibles et donc je crois que c'est quelque chose de très important à discuter parce que lorsque nous avons des problèmes, d'handicap, on se concentre surtout sur le physique et un peu moins sur le mental et donc je concentre mon travail sur, les troubles mentaux. Je voudrais remercier, le partenariat et tous nos partenaires pour, l'organisation du forum des adolescents et aussi de cette séance, avec nos associations AEDCC et le genre, évidence et de l'UNICEF et le secrétariat général de l'ONU et aussi, le conseil de sciences humaines. Ici, c'est essayer de parler sur les handicaps et l'activisme pour défendre l'inclusion des handicapés. Nous aurons ici des handicapés qui auront une présentation et vont parler de leur expérience et de ce qu'ils attendent, pour, l'inclusion des handicapés dans la société et garantir qu'ils puissent être engagés dans les décisions les regardant. Nous allons donc vous inviter à passer vos questions, sur le chat pour notre discussion à la fin de la séance. Nous allons commencer avec un quiz et nous avons la perception que parfois les handicapés représentent, une petite partie de la population. De mon côté, les personnes n'ont pas, idée de ce que le handicap, représente et parfois nous sommes entourés de personnes qui ont des problèmes et des troubles et on se rend même pas compte. Donc, vous devriez voir, les questions ici. Donc comment est-ce que vous voyez, heu, combien de personnes, quelle est la représentation d'handicapés dans le monde? Vous, répondez par pourcentage. Vous aurez, quelques secondes là pour, répondre à la question que vous devez voir sur votre écran.
Très bien. 17% ont noté le 16%. Donc, on arrive ici donc à 1,7 milliard. Et donc des millions de personnes qui utilisent, qui ont des problèmes de handicap et donc qui ont besoin, d'accès égal en même base. Donc avec cela, je vais vous passer à notre premier participant qui est Volodymyr Shchurovsk, qui est un handicapé d'Ukraine. Sa contribution est donc a été enregistrée. Je suis reconnaissant de l'opportunité de partager. Je suis Volodymyr Shchurovsk. Je suis reconnaissant de l'opportunité d'être ici avec vous et de partager les challenges que nous avons en Ukraine. Malheureusement, il y a une guerre en cours dans mon pays. La guerre, c'est la mort, la destruction, les pertes, le stress et des efforts surhumains pour survivre. La guerre est un test terrible pour les personnes handicapées. Le principal problème, des personnes sourdes, ce sont les barrières de communication parce que nous sommes limités. Je suis sourd et ce problème m'accompagne depuis l'enfance. Comme d'autres, je veux réussir, être utile, je veux faire le bienfait aux autres et comprendre et compris. Par mon exemple, je veux montrer au monde, les barrières existantes qui peuvent être détruites. Avant la guerre d'Ukraine, j'ai travaillé avec une équipe pour éliminer l'incompréhension et l'aliénation entre la société et les sourds. Nous avons mis en place un projet «Écouter avec le cœur» soutenu par l'UNICEF. Ce projet organise des ateliers pour fabriquer des alphabets tactiles en bois pour les écoles en Kiev et faire que les personnes puissent comprendre et accompagner la langue des personnes sourdes, découvrir leur culture, notre créativité, notre vision et savoir que nous sommes des citoyens. Malgré les circonstances, je continue d'aider des gens parce que la guerre pose de nouveaux défis. Les Ukrainiens ont sauvé leur vie, sont partis à l'étranger. Je ne suis pas une exception. Je suis en Allemagne. J'ai fait face à des problèmes, d'ordre psychologique et éducatif, des barrières de communication, d'éducation et de recherche de travail. Un facteur, clé pour l'accès à l'éducation et à l'emploi pour, les personnes atteintes par la surdité, c'est la traduction en langue des signes. J'ai un blog sur Instagram pour aider les réfugiés ukrainiens à apprendre l'allemand. J'apprends les entreprises qui portent davantage attention aux handicapés. Je veux créer de nouveaux projets et programmes qui permettront de concrétiser le succès de la pensée, de l'imagination de façon concrète pour améliorer la vie des personnes. Je crois que c'est un incentive pour définir, résoudre et mettre en œuvre de nouvelles idées, des projets et des plans. Merci Volodymyr pour, ta présentation. Je suis que les personnes, handicapées, avec des handicaps savent exactement comment comprendre. Et maintenant, Sirab Al-Hadi qui va parler sur les adolescents. Il est un chercheuse et qui travaille avec, la participation de l'inclusion des handicapés, et les réfugiés, dans le monde et voir quels sont les obstacles que nous pouvons avoir et l'équipe psychologie à l'université. Merci. Une question. Comment est-ce qu'on peut connecter les voix des jeunes de façon plus participative?
Merci pour la présentation. Je vais vous donner un panorama de la recherche qui est l'évidence globale. C'est une étude de 10 ans déjà qui explore l'expérience de jeunes adultes qui travaillent dans différents territoires et comprendre où, comment et pourquoi on peut travailler pour améliorer leur vie aujourd'hui et dans le futur et pour faire le suivi des à travers notre institut. Je vais vous parler de dessin de cette structure qui a été ciblée sur l'éducation. Je vais parler aussi sur ce que nous avons comme inclusif, qui veut mettre les réfugiés, les handicapés et aussi les personnes vulnérables. En vous parlant de l'étude, c'est une étude qui fait le suivi du même groupe pendant 10 ans, ce qui nous donne une opportunité de comprendre comment ces personnes ont évolué tout au long de ces 10 ans. Donc, nous avons eu 4000 étudiants, 250 participent de notre recherche qualitative et 50 ont participé effectivement de notre groupe d'études. Je vais vous parler sur les outils d'inclusion que nous avons utilisés. Ils ont été identifiés, par exemple, s'ils avaient des difficultés pour accomplir des tâches quotidiennes. Donc, c'est à partir de leurs propres réponses qu'ils ont été inclus dans ce groupe. Nous avons 2 outils. L'un, c'est le map du corps et l'autre, c'est un graphe qui nous donne des informations s'ils sont capables ou non capables ou incapables de faire et de mettre à bien certaines tâches du quotidien. Donc, nous avons eu des réponses assez différentes qui ont été concentrées. Et quelles ont été donc les découvertes que vous avez faites pendant cette étude avec les réfugiés? Notre étude ENGAGE a vu faire les les stigma la stigmatisation autour des personnes handicapées qui les isolent et donc nous avons vu que, par exemple, les adolescents qui n'ont pas de handicap par rapport à ceux qui sont handicapés, on a 71 plus de probabilité de stress et de déception et qui peuvent aussi 34 peuvent passer par du bullying et d'autres peuvent avoir aussi besoin d'aide et d'un soignant. Donc, nous allons introduire la prochaine séance sur les handicapés en différentes générations. Est-ce que tu pourrais présenter le prochain participant? Nous allons maintenant une personne qui va nous parler sur le Cape Town et aussi nous aurons une personne sur le partenariat avec l'ONU et qui va nous parler des handicaps et Comiat qui va parler aussi de Niger. Donc, je voudrais passer la question donc, est-ce que les activistes dans les droits dans votre pays
vous avez, travaille avec UNICEF et vous travaillez avec les jeunes handicapés il y a déjà longtemps et quelles sont les leçons apprises que vous voulez partager avec cette nouvelle génération d'activistes? Merci, Kirsten, c'est très bien de se rencontrer. Merci à tous, de participer à cet événement. Ta question est assez vaste, mais je vais te dire qu'en travaillant avec des handicapés, des jeunes handicapés a été un premier pas il y a très longtemps dans ma carrière, pour embrasser et me embrasser cette cause. Il y a beaucoup de leçons apprises, je vais vous en parler de 2. La première, c'est l'énergie, le courage que les jeunes handicapés ont. Les enjeux qui sont liés à l'inclusion sont les préjudices, les activités négatives, la discrimination sont vraiment enracinés dans l'esprit des personnes. Pour changer cela, il faut beaucoup d'efforts, courage, énergie et je crois que les plus indiqués sont les jeunes. Le 2e point, c'est de partager l'innovation et la créativité des jeunes handicapés et ils sont en continu, ils explorent les possibilités et ils trouvent de nouvelles façons d'essayer de surmonter les difficultés. Par exemple, j'ai connu une jeune, sourde qui a été, soumise à abus sexuel et qui a réclamé à sa famille et n'a pas été écoutée, personne ne l'a crue. Elle a donc commencé à écrire sur Facebook et plusieurs personnes ont commencé à la suivre, à partager leur situation. Ça a créé un espace, une plateforme pour que les personnes puissent partager leur expérience et ça a mobilisé d'autres personnes. Aujourd'hui, cette jeune fille est en contact avec des ministres, avec des législateurs pour, pousser vers des changements. Donc les messages pour, la prochaine génération, j'en ai 2. D'abord, c'est l'authenticité, de la voix des jeunes handicapés. Vos voix sont très importantes et elles sont diverses en termes d'intersectionnalité parce que les jeunes handicapés sont dans tous les systèmes, dans différents territoires. C'est une expérience très riche et c'est pour ça que nous avons mené à bien une, convention. L'expérience et la richesse des expériences, c'est exactement ce qui nous aide à créer une convention pour défendre ces droits. Autrement, nous restons dans la théorie. Nous avons besoin de plus en plus de ces voix, qu'elles soient plus entendues. Le 2e point, le 2e message, c'est le fait que les jeunes handicapés sont jeunes et ce mouvement est exactement avec eux et je vois que petit à petit, nous avons des jeunes qui arrivent, qui participent avec nous. On voit que le monde fait face à des problèmes, la crise financière, alimentaire, les technologies émergentes, le changement climatique et les jeunes handicaps doivent être au centre de ces dialogues, de ces discussions et de ces décisions. C'est seulement comme ça que nous allons garantir que tous les procès et que tous ces événements et ces enjeux soient traités de façon effective et qu'ils puissent couvrir, toutes les personnes engagées. Et je voudrais aussi vous poser une question. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience dans la navigation, dans l'emploi et dans ton expérience? Et je voudrais aussi ta réflexion sur la résilience que tu as vue entre les jeunes handicapés et si tu as
si tu t'en es rendu compte toi-même. Merci, Gopal. J'ai déjà eu assez de contact avec les personnes et une expérience. Et la première, c'est justement les circonstances socio-économiques qui sont un aspect assez important. Et le deuxième, ce que nous avons dans les handicaps, c'est justement pour ce que nous avons en Afrique du Sud et nous avons un accès limité aux technologies de pointe, parfois à cause de l'inégalité économique et financière. Et ce qui finit par créer une stigmatisation. La résilience que je vois, elle est reconnue lorsque, malgré les défis auxquels nous faisons face, nous arrivons à certains résultats. La résilience est là dans le dialogue de l'éducation pour les changements locaux, pour ceux qui sont exclus et changements. Essentiellement, c'est le dialogue mutuel et les changements locaux qui vont garantir la participation et qui sont des caractéristiques clés pour soutenir l'activisme et nous aider à parler avec les législateurs. Mon parcours personnel, comme j'ai un handicap pour parler, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que je vis dans le quotidien. Merci infiniment de partager ton expérience, Yacine, pour nous parler de façon si éloquente sur les différentes barrières que nous pouvons avoir en termes d'attitude, d'ambiance et d'autres. Je voudrais vous demander, d'après toi, dans le système d'éducation et d'emploi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit plus inclusif et accessible à tous? J'ai identifié qu'il faut d'abord sensibiliser les personnes
Et il faut aussi créer des politiques. Il faut sensibiliser les professeurs, par exemple, dans les écoles. Et les ressources humaines, quand on parle de l'aspect emploi et donc des entreprises. Et dans les espaces de travail. Pour qu'ils comprennent que le besoin d'interprètes de la langue des signes, par exemple. Ici, en Afrique, on reconnaît la langue des signes comme l'un des outils nécessaires de communication. Comme jeunes ici, comme avec des handicaps, comme moi par exemple, on ressent ça depuis, nos premières années à l'école. Et donc, on sait la difficulté qu'ont eu ceux qui sont venus avant nous. C'est très important d'apprendre avec eux. Pour apprendre sur les handicaps et pouvoir aller au-delà. Notre recommandation c'est notre recommandation pour les prochaines générations. J'ai une question. Merci pour cette discussion ponctuelle. Nous savons que ce qui se passe autour de nous c'est un grand défi qui représente de futur pour nous tous. Et donc, il nous faut faire très attention pour être sûr que les voix ont écouté dans toutes les communautés et je voudrais commencer avec une réflexion personnelle et professionnelle sur ce qui doit être fait pour garantir que les voix des jeunes handicapés et des jeunes, soient entendues dans tout ce qui se passe autour de nous. J'ai eu mon handicap à 10 ans et donc pendant ma jeunesse, j'ai expérimenté ce qu'est l'inclusion
tout simplement parce que j'avais un handicap. Je sais quelle est l'expérience et ce que j'ai vécu et donc pendant mes premières années, d'handicap, à cause de des malentendus, j'avais une communauté non accessible, un manque de support du système et donc je vois que maintenant les choses changent. Nous ne sommes plus à cette place, plus et donc c'est intéressant de voir, où vous êtes maintenant par rapport à où j'ai commencé, donc la réalité a amélioré pour, les personnes qui ont des handicaps, mais c nous ne sommes pas encore arrivés, aux résultats finaux. Nous avons beaucoup de choses à faire et donc j'ai une réflexion à que je ce que nous faisons, c'est que nous soutenons les pays à améliorer leur engagement à l'inclusion des handicaps, pour promouvoir des changements nationaux, dans les politiques et que les voix des mouvements des handicapés soient entendues et qu'il y ait une participation, engagée, effective avec, les partenaires et ce que nous voyons jusqu'à présent, c'est que les voix des jeunes avec handicap, ne sont pas encore entendues suffisamment et que la connaissance, du gouvernement n'est pas encore où nous voudrions la voir et donc nous voulons que ça s'améliore dans des cycles et pour les programmes. Mais comme je l'ai dit, l'essence de la participation est encore manque encore dans différents pays et ce que nous voyons, c'est tout d'abord une ouverture un peu plus grande pour que les handicapés s'engagent. On ne peut pas le faire sans comprendre les principes de base. Et ce que je veux dire, c'est que tout d'abord, l'accès à l'information. Plusieurs jeunes ne savent pas qu'est-ce qui se passe autour des changements dans les politiques, le système, leurs droits, l'inclusion. Ça, c'est un point essentiel pour le changement. Et le deuxième point, c'est vraiment l'accès. On parle d'infrastructures, des services de soutien comme la langue de signes et l'évolution qui survient autour de nous en termes de technologie. Ceci peut bénéficier les vies des jeunes gens handicapés. L'autre chose pour moi, c'est impliquer les jeunes et le mouvement des jeunes. Mon appel aux jeunes, c'est que eux-mêmes et elles-mêmes doivent être plus inclusifs dans leurs actions. On veut avoir un espace plus ouvert et bien sûr être reconnu. Et ceci s'applique à tout le monde pour faire en sorte que ceci soit fait. Et tout ceci doit être rassemblé et fait ensemble parce que sans ça, on va perdre le macro-paysage. J'aimerais juste clôturer avec la question. Avec une question qui est plutôt sur le fait que l'activisme pour le handicap, l'accès à la communication et l'inclusion dans la société. Mais en termes de moi, en tant qu'une personne publique, je veux assurer l'accès à plus d'informations. Et est-ce que je demande aux autres si vous pouvez partager votre expérience? Et je passe la parole.
Merci beaucoup. Aussi, en tant qu'assistante informée pour la santé et l'assistance sociale, il est, il est très important que nous ayons plus d'informations sur la santé reproductive et sexuelle et comment offrir aux familles des services. La réalité, cependant, est très différente. Au Nigeria, par exemple, quand il s'agit de l'assistance sexuelle pour les handicapés, la plupart de mes pères n'ont pas de connaissances sur ce qu'est une relation sexuelle en sécurité. Mais ils ont le droit d'avoir ces informations et ces informations doivent être inclusives. Et aussi la stigmatisation et la discrimination. Et, par exemple, beaucoup de personnes pensent que les personnes handicapées n'ont pas le droit d'avoir une vie sexuelle active. Elles ne sont pas capables de le faire. Et aussi, il faut qu'ils aient des choix sexuels et reproductifs informés. Et on témoigne tellement d'histoires de jeunes handicapés et de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont été forcés de jeunes filles qui ont été forcées à faire un avortement et, parce qu'elles sont handicapées. Et ça, c'est une violation tragique de leurs droits. Nous travaillons pour rendre ces informations disponibles et accessibles à tous et à toutes. Nous travaillons directement avec le gouvernement et leur information et autonomiser ces jeunes. Et aussi, on veut engager toutes nos communautés et avoir un impact sur leur vie. Et on veut défendre aussi la mise en place de politiques inclusives pour les personnes handicapées. Ceci, et je vous demande donc à travailler, je vous incite à travailler avec vos organisations locales et faire en sorte que l'inclusion des personnes handicapées soit faite. Et seulement à ce moment, nous serons en mesure de prendre les bonnes décisions. Merci. Merci beaucoup à tous nos participants. Pour nous voir quelle est votre expérience et de voir les personnes qui ne sont pas dans les mêmes pays ou dans les mêmes Nous allons ouvrir la séance de questions-réponses. La première question, elle dit bonjour, merci de votre présentation. Une des implications des études sur les personnes handicapées, qu'est-ce que les recherches recommandent? Il y a 6 actions prioritaires dans nos recommandations. Tout d'abord, la campagne pour sensibiliser et donner plus d'informations parmi les communautés sur le et les jeunes avec un handicap ont besoin de plus d'opportunités d'interaction et aussi nous avons aussi besoin d'informer les parents de ces jeunes ou enfants handicapés et pour éliminer les préjugés et aussi augmenter les informations et les normes de genre. Et on doit se concentrer sur la formation des enseignants pour qu'ils prennent en compte les besoins des jeunes handicapés et aussi
finalement, la dernière recommandation, il y a un besoin de coordination de soins et pour assurer que les besoins médicaux, psychosociaux et financiers de ces adolescents soient remplis. Merci beaucoup. Et donc, la prochaine question est ouverte aux conférenciers. Qu'est-ce que vous demandez aux législateurs en termes de politique, surtout dans les pays où ce programme est inexistant? Si vous voulez répondre, je pense que de mon côté, dans mon expérience, lorsqu'on pense à mon handicap qui est l'épilepsie, ce dont nous avons besoin en termes d'individus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les choses plus faciles pour nous et rendre les choses plus accessibles? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Quelle est votre réponse à cette question? Je recommanderais aux législateurs de prendre en compte les personnes handicapées, surtout dans les pays où il n'y a pas de politique dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Je parle en tant que personne handicapée. Je parle de mon handicap spécifique. Récemment, j'ai vu un expert en parler. L'importance d'avoir une assistance, une thérapie de la parole. Et je souligne également l'importance de connaître l'importance des interprètes de la langue des signes. Parce que je vois que ceci est un besoin croissant et comment ils peuvent nous aider dans une conférence comme celle-ci. Merci beaucoup. Les services de soutien sont fondamentaux. Les gouvernements doivent s'assurer que même lorsqu'ils ouvrent des espaces pour les gens handicapés, pour qu'ils s'engagent dans une discussion, il faut que cette infrastructure soit mise en place. Par exemple, des interprètes de langue de signes et le transport public soit accessible aussi, parce qu'on assure que si nous savons où les jeunes gens se trouvent, comment on peut les inviter et créer l'ambiance correcte. Et il y a des discussions cruciales au niveau du gouvernement sur l'avenir des jeunes avec un handicap. La mise en place d'une éducation, de politique et d'aide de soutien pour leur emploi. Ceci doit être autour de la table. Ceci doit être discuté et considéré. Et ceux qui rédigent de nouvelles politiques doivent prendre tout cela en compte. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, une autre question que nous avons reçue. Et la question est, quelle est la ligne de base pour l'inclusion et l'autonomisation? Je vais vous donner une opportunité de répondre. Quelle est la possibilité de l'inclusion et de l'autonomisation?
Bon, pour moi, c'est le fait de voir, de regarder les personnes handicapées. Elles peuvent être considérées non seulement pour leur handicap, mais qui elles sont, comment elles s'adaptent, comment elles survivent tous les jours et comment elles sont incluses dans la société. J'espère qu'on est ouvert aux personnes autour de nous. Est-ce que les autres participants veulent bien donner leur parole? Oui, je dirais qu'il faut changer les attitudes en redéfinissant le récit autour du handicap. Par exemple, quelqu'un comme moi, qui est vu comme normal, entre guillemets, et quelqu'un qui les gens me voient comme quelqu'un de normal, mais j'ai des obstacles, des difficultés. Donc il faut redéfinir qu'est-ce que c'est que le handicap. Vraiment, il faut redéfinir ce concept. Merci beaucoup, Yosine. Je pense qu'on a une dernière question. On a une question de comment on peut changer les attitudes pour le bénéfice de tous autour du récit pour les adolescents. C'est excellent, une excellente question. Je vais le dire encore une fois. Comment est-ce qu'un adolescent peut changer son attitude pour le bénéfice de tous et toutes? Nous devons changer nos attitudes. Nous ne pouvons le faire que lorsque nous l'exigeons. Quelqu'un veut répondre également? Donc, ceci étant dit, nous allons conclure. J'aimerais remercier tous nos participants et tous ceux qui sont engagés avec les questions. Et je veux partager une création qui est basée, c'est un poème qui est basé sur le handicap. Et c'est appelé les petites douleurs. Je suis en douleur la plupart du temps. Et je me concentre sur les petites douleurs. Mon ongle qui s'est cassé et par exemple la brûlure de doigt et la brûlure était difficile, mais les autres douleurs que je suis très fâchée et pendant presque tous les jours, je sais que ma mère, ma douleur a trouvé une façon de se faire écouter dans mon corps. Donc, je veux remercier tous et à toutes de votre engagement et tous les participants de partager votre opinion et de reconnaître les difficultés. J'aimerais reconnaître aussi que nous avons écouté que l'engagement actif autour de la question du handicap est nécessaire et fondamental. Et personne ne doit être laissé de côté. Tout le monde doit être impliqué et engagé. Si on a plus d'activisme, on peut améliorer l'accès à l'éducation et à l'emploi et on peut promouvoir des solutions pour le climat et les problèmes de santé. Et je vous demande d'écouter cette question. Comment est-ce que je peux promouvoir l'inclusion du handicap partie du travail que je réalise? Et comment est-ce que je peux faire l'inclusion d'une façon inclusive?
Et posez-vous ces questions. Écoutez les personnes handicapées et amplifiez leur voix pour qu'on soit inclusif par rapport au handicap. Merci aux organisateurs, merci aux organisateurs de cette séance, de ce forum, le consortium du handicap international, le UNAF et le secrétariat général de l'ONU et tous les participants et les activistes pour le handicap. Ce n'est que le début. Merci à de votre participation et de votre engagement. Merci à tous et à toutes. Merci à nos interprètes. Merci beaucoup.